Moi, j'ai bien aimé le thème de cette table ronde, le grand cirque des élections européennes, parce que le cirque, c'est du spectacle. On trouve des clowns, des équilibristes, et c'est en effet ce à quoi nous assistons systématiquement lors des élections, entre guillemets, européennes. Un cirque, un spectacle. Alors, quand on s'engage dans l'action politique, je pense qu'on peut faire des choix qui sont tous respectables, argumentés, mais en ce qui nous concerne, on ne veut pas mélanger l'action politique avec le spectacle. Et c'est d'ailleurs une des causes de l'abstention et du retrait d'un certain nombre de citoyens vis-à-vis de la politique, qui est son caractère de spectacle. Donc tout ce qui contribue à relier l'action politique au spectacle doit être repoussé. Il ne faut pas mettre le doigt dans ce qui est du spectacle. Alors, je vais développer 3 points. Le premier, c'est autour de l'idée que le boycott du Parlement, des élections au Parlement européen se justifie, car ce n'est pas un véritable Parlement. Donc je vais démontrer, ça a déjà été fait, mais de manière plus synthétique peut-être, en quoi le Parlement européen n'est pas un vrai Parlement. Et deuxième idée, dans ces conditions, quels peuvent être les enjeux de cette élection? Puisqu'il ne s'agit pas d'un Parlement, on nous demande d'élire des représentants à ce Parlement. Quels sont les enjeux? Et quels peuvent être les enjeux d'une participation électorale? Et la troisième idée, c'est que, en fait, le système de l'Union européenne ne se fixe qu'un seul objectif, un seul enjeu pour ces élections, entre guillemets, c'est le taux de participation. Voilà, il n'y en a qu'un. Tout le reste, c'est de la fumée. Alors commençons par le premier point. Quels sont les pouvoirs réels du Parlement européen? Traditionnellement, si vous allez sur le site de la Commission européenne et du Parlement européen surtout, vous verrez que les pouvoirs du Parlement européen, je dirais pouvoir là aussi entre guillemets, il faut mettre beaucoup de guillemets quand on parle de cette initiative, il y a 3 pouvoirs qui sont définis. D'après donc les auteurs sur le site du Parlement européen, par exemple, c'est le pouvoir de décision avec la Commission européenne, décision concernant les actes juridiques du système de l'Union européenne, en particulier des directives. Il y aurait un deuxième pouvoir qui relèverait d'un rôle législatif et budgétaire. Et puis, troisièmement, un pouvoir de contrôle, voire même de censure de la Commission européenne. Je reprends point par point ces 3 prétendus pouvoirs pour étudier de quelle manière ils s'exercent et s'ils ont une réalité. Alors, le pouvoir de décision du Parlement européen. D'abord, concernant les actes juridiques du système de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui a le pouvoir d'initiative, ce n'est pas le Parlement. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est pas nouveau, parce que le Parlement, l'Assemblée nationale en France, les parlementaires n'ont pas non plus l'initiative de l'ordre du jour, par exemple, et l'initiative des lois. Alors, ils peuvent déposer des propositions de loi, mais rien ne garantit qu'elles arrivent jusqu'à la séance plénière pour être débattues. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait un pouvoir
en la matière, puisque c'est la Commission européenne qui a le pouvoir d'initiative sur tous les actes juridiques. Aucun pouvoir d'initiative du Parlement européen. Ensuite, le Parlement européen peut simplement demander de soumettre toute proposition appropriée pour la mise en œuvre des traités. C'est un pouvoir d'initiative là qu'il a. C'est l'article 225 du traité de Lisbonne. Demander de soumettre des propositions. Mais d'abord, si vous allez sur le site du Parlement européen, c'est une petite visite que je fais de temps en temps, et à chaque fois, moi, je suis surpris par cette déambulation, parce que, en fait, c'est extrêmement confus, tout est noyé pour essayer de masquer, en fait, ce qui est difficile à reconnaître, c'est-à-dire l'absence de pouvoir. Donc on les voit, on sent qu'ils essaient par tous les moyens de donner l'impression qu'ils ont une épaisseur, mais il n'y a rien. Et donc, j'ai essayé de chercher quelles sont les propositions appropriées, hein, guillemets, que fait le Parlement européen pour bien la Commission européenne sur tel ou tel sujet. Je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est dommage, parce que ce serait un excellent argument de vente pour le Parlement européen lui-même, de faire la liste des initiatives qu'il a prises sur un certain nombre de sujets pour essayer de montrer qu'il sert à quelque chose. Donc ils ne le font pas. Alors j'en déduis peut-être à tort qu'il n'y a rien. C'est une hypothèse, je n'en sais rien. Mais impossible donc d'avoir aisément sur le site internet du Parlement européen des exemples concrets de propositions qui auraient été faites par le Parlement. Ensuite, certains domaines sont exclus de la procédure législative ordinaire. Certes, le Parlement européen peut débattre des propositions d'actes juridiques émanant de la Commission, sauf sur un certain nombre de sujets, et pas des moindres. C'est-à-dire, en fait, tous les sujets vraiment stratégiques ne sont pas dans le périmètre des débats autorisés, évidemment. Et ces questions stratégiques, c'est la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune. Non, ça ne relève pas du Parlement, on ne peut pas discuter. La fiscalité, on ne peut pas discuter, ça ne relève pas du Parlement européen. Bon. Alors, pour un Parlement, c'est quand même étrange, parce que une des fonctions d'un vrai Parlement, c'est de voter le budget. Et précisément, le Conseil, en réalité, le Conseil, même pas la Commission, est le seul législateur. C'est-à-dire c'est un système à l'opposé du principe de la séparation des pouvoirs, puisqu'il mélange à la fois un rôle de législateur, il est à la fois législatif et exécutif. Et on pourrait même ajouter judiciaire, d'une certaine manière. C'est le contraire des principes républicains, le contraire des principes démocratiques. Là, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est un système totalitaire en réalité. Et donc, aussi, ce qui ne peut pas être discuté, c'est, donc je disais, la fiscalité. Tout ça relève d'une procédure dite législative spéciale. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas législative, ou dans le sens où le Parlement n'est pas concerné. Alors, le Parlement, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, où il va se prononcer sur des actes juridiques proposés par la Commission européenne, ne fait que donner des avis. Et le Conseil n'est pas tenu de suivre les avis. Voilà, c'est-à-dire que le Parlement peut voter ce qu'il veut sur soutenir une directive,
par exemple, ou non, ça n'a aucun effet, puisque le Conseil, in fine, prendra la décision. En revanche, oui, j'ajoute aussi dans les domaines qui sont interdits de débat, c'est certains accords internationaux qui sont négociés par l'Union européenne, en particulier tous les accords de libre-échange, par exemple, quelle que soit leur forme. Le Parlement n'a pas le droit d'en débattre dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Il n'a pas le droit, il n'est pas sollicité lorsqu'il y a l'adhésion de nouveaux États membres, une demande d'adhésion. Ça ne relève pas du Parlement, ça relève du Conseil. Et puis, le fameux article 50, concernant la sortie de l'Union européenne, grosse erreur l'article 50, hein, c'est d'ailleurs des désaccords avec l'UPR, puisque l'UPR fait un focus sur l'article 50, alors que c'est une mascarade, on l'a vu avec les Britanniques. Eh bien, la possibilité de retrait de l'Union européenne qu'autorise l'article 50 ne peut pas non plus être débattue au Parlement européen. Ça relève du Conseil. Si on prend les compétences budgétaires maintenant, certes, le Parlement européen, avec la Commission, établit le budget annuel, avec le Conseil, le budget annuel de l'Union européenne, du système dans son ensemble. Et là, c'est à hurler de rire. Mais seul le Conseil établit la partie recettes. C'est génial. C'est génial. Parce que le Parlement ne va pouvoir discuter que sur les moyens de faire rentrer les dépenses dans les recettes. C'est tout à fait étrange. Et l'article 122 du traité de Lisbonne permet au Conseil et à la Commission européenne de prendre des décisions budgétaires d'urgence sans demander l'accord du Parlement européen, c'est-à-dire l'équivalent d'une sorte de 49.3 que le Conseil et la Commission peuvent activer pour court-circuiter le budget. Là aussi, j'ai essayé d'avoir la liste des cas. Alors, certainement, ça doit se trouver quelque part, mais j'ai pas le temps. Je veux dire, il faudrait mettre une équipe de types qui vont creuser dans le site internet du Parlement ou ailleurs, j'en sais rien, pour essayer d'avoir des données factuelles pertinentes. Parce que c'est quand même ça, ces informations sont quand même importantes pour comprendre comment fonctionne ce système. Et puis, autre pouvoir prétendu du Parlement européen, c'est celui du contrôle de l'exécutif. Le Parlement européen peut poser des questions écrites et orales aux membres de la Commission, mais rien n'est dit sur les réponses. C'est-à-dire, on ne sait pas si la Commission et le Conseil doivent répondre. Ça aussi, c'est étrange, parce qu'avoir la possibilité de poser des questions à une instance dont on ne dit pas qu'elle doit répondre laisse entendre qu'elle fait ce qu'elle veut et qu'on s'en fout et que ça ne sert à rien. Et puis, également, le Parlement européen peut recevoir des pétitions des citoyens, des paysans, des pays européens. So what? Ok. Et on sait, moi j'y suis allé au Parlement européen pour déposer des pétitions avec José Bové à l'époque. Et alors on est très bien accueillis, vraiment ils sont sympas, ils sont adorables, c'est vrai. Mais ça s'arrête là. Après tu te rentres chez toi et il ne se passe rien. C'est-à-dire que dans les traités européens, particulièrement le traité de Lisbonne, et dans le règlement du Parlement européen, il n'y a pas de droit de suite. Tu peux déposer une pétition. Alors, il y a bien des précisions, évidemment. Il faut que ça corresponde
aux objectifs, au respect du traité d'abord. Donc si tu fais une pétition pour sortir d'un traité ou modifier d'un traité, ben, déjà tu ne peux pas, donc ça réduit le champ. Et après, il faut l'accord de la Commission. Le Parlement n'a aucun pouvoir en matière de mise en œuvre d'une pétition. Et puis, également, le Parlement européen peut créer des commissions d'enquête. C'est un outil, traditionnellement, pour les parlements, très important, très intéressant. Et ben, je me suis dit, tiens, j'avais oublié ça, cet aspect, et j'ai essayé de regarder sur quoi des commissions d'enquête avaient pu être créées au Parlement européen. Quand, combien, sur quel thème, où sont les rapports de ces commissions, j'ai pas trouvé. Alors que normalement, ce genre d'informations cruciales sur le fonctionnement d'un Parlement devrait être accessible dès la page d'accueil, dès les onglets qui précisent, qui organisent le site. Ben, j'ai fait tous les onglets, j'ai regardé partout, j'ai pas trouvé. Alors je suis pas certainement, non, je n'étais pas d'accord. Si, peut-être. Parce que, bon. je n'ai pas le temps de le dire, mais ouais. enfin bref, il y a un jeu, pour avoir passé, je pense, des milliers d'heures pour ce communiqué, il y a un jeu de renvoi des infos entre le Parlement, la Commission et patati patata, les sites Europa machin, et enfin, ce qui fait que ce que tu cherches peut-être dans le Parlement, tu ne peux pas le trouver parce que finalement ça ne concerne plus le Parlement, ça doit concerner la Commission, etc. Bon. Et c'est un truc de délire. Bon, en tout cas, ça s'appelle bien des commissions parlementaires du Parlement européen. Oui. Donc, non, mais c'est ah non, mais il n'y a pas de logique là, oui. sauf là. Bon, alors peut-être que ça existe, hein, mais si ça existe, ben, il faut regarder. Et puis, le pouvoir de censure qui n'a jamais été utilisé. Même pas en 99, quand il y a eu l'affaire avec la commission Santer, c'est la menace du Parlement de censurer la commission qui a fait que la commission a démissionné elle-même pour éviter le... Voilà. Bon. Donc, on ne voit pas là très bien, enfin si, on voit très bien qu'il n'y a pas de pouvoir. Alors, deuxième point, dans ces conditions, quels peuvent être les enjeux des élections européennes? Et quels peuvent être les enjeux de candidature à ces élections? Alors, pour ces élections européennes, enfin, pour une élection, une vraie élection, il y a les enjeux qui sont liés à l'échelon auquel se tient l'élection, et puis il y a les enjeux pour les candidats individuels ou les listes. Pour l'Union européenne, il y a 3 niveaux d'enjeux. Il y a des enjeux à l'échelle de l'Union européenne elle-même, puisque le Parlement est censé être à l'échelle européenne. Il y a les enjeux nationaux dans chaque pays, et il y a les enjeux des listes qui sont candidates, qui se présentent à ces élections. Comment tout ça se croise? Prenons l'aspect européen. On peut considérer qu'il y a des enjeux uniquement pour les listes qui peuvent jouer, qui ont une présence déjà importante au Parlement européen, et qui ont déjà des élus et qui peuvent avoir des dizaines et des dizaines de candidats. Pour eux, l'élection, c'est une double affaire interne en réalité. Ça n'est jamais, et c'est ça qui est frappant, il n'y a jamais d'enjeu politique à l'échelle européenne ou même nationale. Ce sont, alors national, je ferai un petit bémol tout à l'heure, ce sont toujours des enjeux d'organisation. D'ailleurs, dans ce que tu as dit, j'ai été frappé, Patrice,
par le fait que tu n'as jamais abordé les problématiques européennes, finalement. Tu as abordé les questions relatives à des alliances avec tel ou tel, le coût de la campagne, etc. C'est-à-dire, en fait, ces élections servent d'abord à recycler, pour ceux qui peuvent avoir des élus, à recycler des seconds couteaux, des battus, des intrigants, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais ce n'est pas le gratin. C'est ce qu'il y a plutôt en dessous. Alors, d'accord, c'est un système de voiture-balai, en quelque sorte, dans lequel on peut recycler toute une série de gens. Et c'est comme dans les fiefs. Hein, on donne des postes, des offices. L'élection européenne sert aux grands partis à donner des offices à un certain nombre de gens qui vont être redevables. On ne met pas la main qui nourrit. Donc ça crée des alliances, enfin bref. Donc ça sert à ça. Et puis il y a l'aspect financier. Les élus au Parlement européen sont très très bien payés. Très très bien payés. D'ailleurs, on voit en ce moment le Modem et le RN qui sont là aussi, qui ont mis la main dans le pot de confiture et qui se font un peu taper sur les doigts. Donc pour les partis, c'est un deuxième objectif qui est un objectif financier. Il n'y a pas de politique européenne là-dedans, parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut rien faire. Donc ça, c'est pour les grands partis politiques qui ont des élus déjà, et qui ils s'en fichent d'être majoritaires ou pas. De toute façon, ils se refilent depuis le début des élections européennes, en 1979, ils se refilent entre les sociaux-démocrates et les conservateurs, disons, la présidence. Un coup c'est toi, un coup c'est moi, etc. Mais comme ils sont tous d'accord sur l'essentiel, ça n'a strictement aucune importance. Alors, donc, sur les petites listes, les arguments, il y a deux arguments que tu as repris habituellement, traditionnellement. C'est l'argument de la médiatisation possible en cas d'élection. C'est-à-dire si on a un élu, et c'est l'exemple de Nigel Farage, eh bien, on va pouvoir se servir du Parlement européen comme d'une tribune. Alors ça, c'est un premier argument. Et puis, après, c'est un argument, disons, plutôt national, cette fois-ci, lié à la visibilité du mouvement qui présente une liste à l'échelle nationale, sa capacité à faire des alliances, avoir une existence reconnue. Mais, encore une fois, c'est un argument que je qualifierais d'interne, d'organisation, pas politique, au sens de la vocation du Parlement européen, qui est d'intervenir à l'échelle européenne. Il y a zéro politique européenne. D'ailleurs, on le voit à chaque fois, c'est pour ça que c'est un cirque, c'est un spectacle, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les uns et les autres se tortillent pour ne pas parler, enfin de parler des questions européennes sans en parler, parce que finalement, on sait très bien que ça ne donnera aucun résultat. Et je veux contester donc deux choses. La première, c'est qu'un boycott, non, je dirais à la fin. Et troisième idée, donc quels enjeux pour ces élections européennes, quand on regarde le site, cette fois-ci, du Parlement européen, il est explicite en creux. Moi, j'ai cherché à voir les résultats
sur longue période, enfin des 3-4 dernières élections européennes, pour comprendre les résultats au niveau européen avec les indicateurs principaux qui sont le nombre de votants à l'échelle européenne, le nombre d'exprimés, le nombre de blancs, le nombre de nuls, etc. Eh bien, c'est très difficile à trouver des informations aussi élémentaires que cela. Et ce que l'on trouve, on ne trouve pas de résultats des élections sur le site du Parlement européen, de résultats détaillés. On trouve les résultats par pays, mais pas les résultats au niveau de l'Union européenne. Et deuxièmement, avec les pourcentages. Avec les pourcentages. Voilà. Ce que l'on trouve, c'est ça, c'est la participation. Exactement. La participation par année, ce qui témoigne qu'en fait, pour le système de l'Union européenne, l'enjeu principal, c'est la participation. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour assurer la participation. Moi, quand j'étais prof à Paris 8, à l'Institut d'études européennes, attention, on était assaillis par des demandes de l'Union européenne, des propositions de financement pour des étudiants qui allaient devenir des agents électoraux avant les élections européennes pour favoriser le vote. Voilà. Donc, si l'enjeu principal de l'ennemi principal, c'est la participation, l'enjeu de ses adversaires, c'est la non-participation, c'est-à-dire le boycott. Parce que là, on frappe directement là où ça fait mal. Et le boycott se justifie d'abord, ou en tout cas en partie, pour cette raison-là. Il faut affaiblir le système par le boycott. Le boycott n'est pas un principe politique intangible. Chaque élection, pour les forces politiques, une réflexion doit avoir lieu pour savoir s'il est plus intéressant politiquement de présenter des candidats, de ne pas en présenter, de voter pour ces candidats, pour d'autres candidats, de faire un boycott, etc. C'est à chaque fois que la question se pose. Il n'y a pas de principe, de mon point de vue. Il n'y a pas de principe. Le boycott n'est pas un principe intangible qui doit s'appliquer en tout lieu, toute période. Non, c'est à chaque fois que l'on doit se poser la question. Pour les petites organisations comme les nôtres, le boycott est la position politique et pratique la plus efficace. Parce que là, on voit que, en fait, la participation, c'est quoi la signification de la participation à l'élection européenne, comme à toute élection? Le vote, c'est les gens qui vont voter, quel que soit leur vote, ont une confiance dans le système. Quand on a confiance dans un certain système, même si on n'est pas d'accord sur les candidatures, on va voter. Ou alors on vote nul. Le vote nul, ça sert à ça en fait. Hein. Le vote nul, c'est de dire, ou blanc, c'est de dire, moi je ne suis pas d'accord avec les candidats, aucun candidat n'a mon soutien, je trouve qu'ils sont tous nuls, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait une élection, l'élection va se dérouler convenablement, donc je me déplace, je vote blanc ou je vote nul. Le boycott, c'est la remise en cause du système, c'est beaucoup plus puissant. Je ne vais pas voter parce que non seulement je ne partage pas la position des candidats ou des listes qui se présentent, mais parce que je ne suis pas d'accord avec le système lui-même.
je n'ai pas confiance dans le système. Donc je ne vais pas voter, je boycotte, je m'abstiens. Eh bien, c'est exactement ça, la participation. La participation, c'est les gens qui participent. Voilà, l'expression est bonne. Eh bien, nous, on ne veut pas participer à ce cirque. On regarde le spectacle. Le spectacle, ça se regarde. On le commente. Oui, on fait des commentaires, mais on ne va pas se transformer en équilibriste, en clown, en cracheur de feu. Non, on regarde, ça nous fait marrer, c'est tout. Et donc, le boycott, c'est l'indicateur principal qui exprimera le rapport de force au sein de l'Union européenne. Et là, en fait, si on regarde sur les dernières années, la participation, alors évidemment ils mettent la participation et pas l'abstention, bien sûr, c'est normal, puisque c'est ce qu'ils veulent. Eh bien la participation, elle est remontée en 2019, hein, on avait noté, aux dernières élections, on avait noté qu'une tendance décennale s'était interrompue, tendance à la baisse de la participation et à la montée de l'abstention, puisque en 2019, il y a eu 50,66% de participation, majoritaire pour la première fois depuis des décennies. Ouais. Même depuis, non pas depuis le début. Contre 42,61 en 2014, c'est-à-dire que il y a eu 49,3% d'abstention à l'échelle de l'Union européenne. Eh bien, il faut redevenir majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut se fixer l'objectif, aller vers 60% d'abstention. Au niveau français, la France, où est la France? Elle est là, 50,12. Donc on est à peu près dans la moyenne, hein, 50,12% de participation. Il faut descendre à 40%. Ce serait excellent, ce serait une grande victoire si il y avait 60% d'abstention au Parlement européen. Donc, je veux conclure maintenant sur donc le boycott. J'en ai parlé, ce n'est pas un principe intangible, c'est un outil qu'on utilise ou non en fonction d'un contexte particulier. Et sur Nigel Farage, un mot quand même, parce que sa notoriété ne vient absolument pas du Parlement européen, pas du tout. La notoriété de Nigel Farage vient du fait qu'avant d'être l'animateur de son parti, l'UKIP, et d'être élu, il était animateur de radio. C'est un peu comme, si tu prends Cyril Hanouna, tu le mets sur ta liste, il va... Je suis en train de négocier. Mais ça ne m'étonne pas. Il va avoir une grosse notoriété, mais il avait la notoriété avant d'être élu. Et c'est parce qu'il avait cette notoriété qu'il a été élu. Si on n'a pas de notoriété, on le voit, les petites listes, les gilets jaunes, etc., qui ont présenté des listes, etc., c'est pathétique. Tout ça, ça s'est écroulé. Ça a créé la division chez eux, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Ils étaient pleins d'illusions. Et donc, il n'a pas sa popularité n'est pas liée à son rôle au sein du Parlement européen. Au Parlement européen, on n'a pas de notoriété. Le système de l'Union européenne est une lessiveuse qui transforme en européistes tous ceux qui mettent le doigt là-dedans. Et donc... José Bové, mais il était avant, lui. Donc, non, mais les communistes... Et les communistes, les Wurtz et compagnie. Alors, donc, on ne peut pas avoir utilisé le Parlement européen comme un tremplin, comme une tribune médiatique. C'est faux.
si c'est le cas, ça a été le cas de tel ou tel à tel ou tel moment, c'est ponctuel, ça n'est pas sur toute la période, premièrement. Et deuxièmement, il faut s'interroger pourquoi les médias te choisissent toi, pour parler de toi. Tu as dû faire une connerie quelque part. Donc, il faut ne pas spéculer sur les médias, qui ne sont pas des alliés mais des adversaires, parce qu'une stratégie fondée sur l'illusion qu'on pourra utiliser le Parlement européen comme un tremplin médiatique, c'est croire qu'on peut faire alliance avec les grands médias pour accompagner son projet politique. Non. Si les grands médias parlent de nous dans ce cadre-là, ben, il faut se poser des questions. Ok, merci Jacques.